Alors, juste avant de passer à l'avant-dernière table ronde, je voudrais d'abord vous remercier tous ceux qui sont intervenus et tous ceux qui ont drivé, piloté le World Café avec nos 40 entreprises qui ont fait ce travail, dont vous retrouverez beaucoup d'éléments plus tard. Et je voudrais juste zoomer sur un graphique qui est vraiment très intéressant de l'enquête, qui est quand on regarde en fait ce qui pousse les commerciaux à s'investir au quotidien et quand on regarde le regard des détracteurs ou des promoteurs sur la thématique, sur cette thématique notamment, eh bien on constate que les promoteurs et les nôtres disent beaucoup plus. Ce qui les pousse à s'investir au quotidien, c'est l'amour du métier et du challenge. Ça, je pense que c'est peut-être une évidence pour tout le monde, mais c'est quand même rassurant. Mais ce qu'en revanche, quand on regarde le côté des tracteurs, eux, ils disent très ouvertement et très fortement, c'est ce que vous avez au graphique, ce qui les pousse à s'investir, c'est uniquement la rémunération et la reconnaissance. Alors là, la différence d'un point de vue et la vision en fait du métier entre les promoteurs et les détracteurs, c'est absolument fondamental d'essayer de l'identifier, de la déceler. C'est ce qu'on a fait avec l'enquête Top4. Et ça nous amène, comme l'a largement dit aussi Frédéric, à repenser, ça devrait nous amener à repenser les systèmes de rémunération. Tu es d'accord avec moi, Frédéric, puisque tu es un grand expert des rémunérations des commerciaux, Frédéric Bonneton, mais aussi à repenser complètement, comme on l'a vu toute cette première partie de matinée, nos techniques de vente, nos modes d'animation, le management, l'animation des forces de vente dans l'intérêt des organisations. Alors, à travers les pistes que nous avons esquissées aujourd'hui, et pour compléter les travaux, eh bien, nous allons lancer nous allons continuer notre voyage, puisque je vous redonne un peu comment on procède au sein du Lab, mais au sein d'Esprit de Service France pour avancer sur nos sujets. À partir du mois de novembre-décembre, on va relancer une enquête avec Top4, justement, pour valider les pistes qui ont été identifiées, dont vous avez eu quelques extraits qui vous ont été donnés par nos experts, pour vérifier les pistes et voir, eux, en enquête miroir, ce qu'ils en pensent. Et ça va être fondamental dans la logique de nos travaux pour se rassurer et s'assurer que ce que l'on va vous proposer, parce que, comme vous le savez tous, on reste tous parfois, comme dirait Régine, dans nos modes de pensée traditionnels et nos modes traditionnels de pensée, mais on a tous souvent l'impression de savoir ce que les autres pensent, et ce n'est pas forcément la réalité. Et c'est hyper important de travailler, d'enquêter, d'interroger pour vérifier et comment s'ajuster au fur et à mesure. Certes, on peut le faire en individuel, mais quand on a besoin d'avoir une vraie information fiable, il faut le faire sur la masse. Parce que ce n'est pas 10 individus, c'est même pas 50 qui peuvent vous dire exactement quelle est la part de fiabilité de ce que l'on peut proposer. Et ça, c'est fondamental, et c'est pour ça qu'on articule nos systèmes de recherche de cette manière. On commence par un diagnostic, on finit par une enquête confirmatoire. Et ensuite, eh bien, je vous invite aussi, tous ceux qui ont quelque chose à dire, il y a encore temps pour ceux qui ont envie de... En tout cas, je remercie déjà d'avance tous les rédacteurs qui nous ont envoyé leur papier pour compléter le livre que nous espérons produire et vous donner en début d'année. Ça prend du temps, comme tous les livres. Charles-Henri, il est où Charles-Henri ? Charles-Henri, qu'on a écrit des kilos et des kilos et des ouvrages, il le sait combien de temps ça prend. Donc voilà, nous mettrons à votre disposition très prochainement, j'espère, tous ces travaux, toutes ces réflexions, avec un gros pavé à la fois qui est rédigé à la fois par Isabelle Barthes et par Régine Van Hems, que vous avez vu, sur l'ensemble de ces travaux et des solutions que nous mettrons à votre disposition. Par ailleurs, je voudrais conclure, parce que si je n'ai pas le temps de le faire au terme de cette convention, je voudrais dire qu'on va poursuivre ce sujet avec Flore la semaine prochaine. Je vous enverrai ce soir une invitation pour participer et pour compléter ces travaux, puisque Flore va aborder comment développer la vente à distance omnicanal auprès des grands comptes et du retail, l'expérience client, une démarche stratégique et transverse à toute l'entreprise, et comment faire exploser
proposer la satisfaction client et cet taux de vente. Donc merci Agnès Baillot de me rejoindre et pour présenter l'avant-dernière séance, pas de la dernière séquence. Voilà. Merci Maryse. Donc j'ai effectivement l'honneur d'ouvrir maintenant notre deuxième plateau de la matinée qui va être animé par Charles-Henri Besser-Deshortes, qu'on ne présente plus, notre fidèle parmi les fidèles d'Esprit de Service. Pour un regard croisé de dirigeants sur leur clé de réussite. Et là, on va demander de rejoindre Charles-Henri. Donc, on va demander à Brice Chambard, qui est CEO d'Obiz, de monter sur scène avec la cravate. Ça, parfait. Obiz est membre d'Esprit de Service France quasiment depuis le début, depuis la création d'Esprit de Service France. Je vais demander aussi à Nandini Collin, qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui est DRH expert de la RSE. Et puis Emmanuel Bavou, qui est un dirigeant de chez GRDF, qui est en charge des marchés grand public. Et puis on a appris hier soir la défection de Jacques de Villeeply, qu'on vous avait annoncé dans nos programmes. Malheureusement, il a un décès dans sa famille et il n'a pas pu se joindre à nous. Jacques est de Sixt France. Donc, et on a Denis Massiglia qui nous a proposé au pied levé Guillaume Sampic. Donc Guillaume, bienvenue. Merci beaucoup, merci Denis, merci Guillaume d'avoir relevé le défi. Guillaume Sampic, vous êtes directeur général de Média 365. Encore un grand merci pour votre agilité et merci d'être présent aujourd'hui. Charles-Henri, c'est à toi. Bon, merci Agnès. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle m'a permis de ne pas poser la première question. Donc elle a présenté nos intervenants et intervenantes, pardon. C'est formidable. Alors, j'espère que vous en avez pas marre de voir Charles-Henri en face de vous, parce que je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont déjà vu dans pas mal de conventions ma bouille. Donc, mais Maryse m'a encore demandé de venir, donc je suis venu et c'est un grand plaisir. Et ce que j'ai écouté, j'ai trouvé formidable tout à l'heure la présentation de notre collègue, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées à ce qui m'intéresse sur le fond, c'est quand même la question du capital humain. D'ailleurs, je tiens à souligner que le modèle de ESF a été l'un des premiers qui a mis en avant la question clé de la symétrie des attentions. Ça fait quand même 30 ans que je dis que le seul capital qui est important, c'est le capital humain. On a enfin découvert que pour satisfaire des clients, il fallait d'abord satisfaire des collaborateurs. Donc je dis ça en passant. Alors, on va s'éviter la première question, sauf si vous pouvez nous dire juste un tout petit mot sur votre parcours, quand même, mais vraiment très, très court. On va commencer par Nandini, c'est 1 ou 2 minutes, sur le parcours très très rapide. Merci, je vais faire 30 secondes. Voilà. Donc moi j'ai un parcours international dans des grands groupes, différents secteurs d'activité, B2B, B2C, industrie, services. Donc, plutôt en RH quand même. Et plutôt en RH, ouais. Transformation RH, et plutôt dans la symétrie des attentions justement. Donc on aura l'occasion d'en parler. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les thématiques de leadership, de comment effectivement on embarque tout le monde pour avoir le client au cœur en fait, de l'entreprise et pas seulement chez les commerciaux. Et pas mal bossé aussi sur les questions de gouvernance de RSE. Voilà, c'est ce que tu... Guillaume, le dernier arrivé à la table. Bonjour, moi je suis donc la pièce rapportée. Mais avec plaisir. J'ai pas dit le bouche-trou, j'ai dit la pièce rapportée. Non, ça me fait très plaisir que Maryse, via l'intermédiation de Denis Massiglia, qui ont passé les dernières années, on s'appelle tous les jours. Donc, moi, je suis un des dirigeants en fait, d'un groupe qui s'appelle Reworld Media, qui est un groupe que vous connaissez peut-être, qui est le premier groupe de presse magazine en France et le 3e groupe média en France maintenant. Alors dit comme ça, c'est un peu prétentieux, mais c'est un groupe qu'on a créé, on était une dizaine, et on est tous les managers, on vient tous du monde du digital.
Et moi, j'ai dirigé un certain nombre d'entreprises dans le digital ces dernières années en France et à l'étranger. Et donc Reworld, via l'acquisition principalement, et puis pas mal de croissance organique, mais quand même principalement via de l'acquisition auprès de Lagardère, Mondadori, Axel Springer, plus récemment TF1, et j'en passe. On est donc le premier groupe avec à peu près 1500 collaborateurs maintenant dans le groupe. On est dans 11 pays, essentiellement en France pour la partie média. On opère aussi ce qu'on appelle le marketing digital à la performance, d'où on vient. Quand je dis on, c'est encore une fois les 10 managers. Moi, j'avais une petite expérience dans la presse chez Psychologie Magazine avec les servants Schreiber, mais sinon, au-delà de ça, on n'avait pas du tout d'expérience dans la presse. Et on a décidé il y a 10 ans donc, de créer un groupe en s'appuyant sur des médias existants plutôt que en partant de zéro. Brice. Alors, moi, je suis l'homme sans cravate, mais merci Denis d'avoir apporté Guillaume et puis ta cravate. Je suis président directeur général d'une entreprise qui s'appelle Hobbies, qui vient d'être introduite sur le marché de Euronext Go c'est un peu plus d'un an. On est présent dans 22 pays, on est expert dans la fidélisation client. C'est aussi pour ça que je pense que vous m'avez invité. Et j'ai plutôt une expertise reconnue sur la négociation. Donc les négociations plutôt complexes avec des grandes entreprises. Alors évidemment, j'ai bu du petit lait quand j'entendais, quand on parlait de confiance, d'authenticité, ce genre de choses. Il manquait certains mots, notamment l'amour, mais on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure. Donc voilà. Donc après, sinon, j'ai une casquette plutôt associative dans le domaine du sport également. Et je suis très sensible à l'intuitu personae, qui pour moi fait réellement la différence quand on est dans une relation commerciale. Quand on parle de relation commerciale, il y a le terme relation. J'en pourrais en dire 2-3 mots tout à l'heure. Ça va faire précisément partie de questions. Emmanuel. Votre question, c'était donc finalement mon parcours. Deux minutes. Je vais revenir sur mon parcours très rapidement. Donc, moi, j'ai commencé dans l'industrie, dans la vente, dans le développement informatique, et ensuite je suis arrivé dans les industries électriques et gazières, où j'ai occupé différents postes. Et aujourd'hui, je suis plutôt sur des fonctions marketing-vente au sein de GRDF, le distributeur de gaz. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, le monde de l'énergie est peut-être un peu confus. Retenez que chez GRDF, on achemine le gaz pour 11 millions de clients, mais on a aussi une petite mission complémentaire qui consiste à faire perdurer cette énergie, à faire en sorte qu'elle soit encore choisie durablement. Donc on a un métier d'influenceur aussi. Et Dieu sait que c'est difficile en ce moment. Surtout en matière sur le gaz. Bon, alors la première question, on va rebondir sur ce que tu as dit là tout à l'heure dans ta présentation. Il y a eu cette fameuse histoire, enfin cette fameuse aventure du Covid. Et finalement, quand vous dites sur le thème de la table ronde sur les facteurs, sur les clés de la réussite, on va se centrer sur la relation commerciale, puisque c'est quand même le thème principal de la matinée. Et quelles ont été les mutations importantes dans vos activités diverses sur avant et après le Covid? Est-ce qu'il y a eu un monde d'avant et un monde d'après, comme on l'a entendu tout à l'heure déjà? Qui veut répondre? Vous voulez commencer? Allez, j'ai le micro. Premier élément, et ça a été largement évoqué, la digitalisation. Alors, je vais vous citer des anecdotes et des choses très concrètes. Nos commerciaux sont là pour aller notamment influencer des chauffagistes à continuer de prescrire des solutions gaz à leurs clients, donc B2B2C. On a énormément d'acteurs sur le marché, environ 80 000 entreprises que l'on doit animer, avec une centaine de commerciaux. Donc évidemment, aller à la rencontre de chacune de ces entreprises, c'est impossible. Alors on a utilisé le digital pour faire du recrutement. Et ça, c'était complètement nouveau pour nos commerciaux. D'organiser un Teams, un webinaire pour un commercial de terrain, on rentrait dans une zone complètement inconnue. Lui, il connaissait le téléphone et puis la relation humaine. Donc, on leur a appris à organiser, à animer des Teams, tout simplement, d'y faire venir des chauffagistes, des artisans qui sont aussi assez peu digitalisés par nature. Et on a aidé nos commerciaux à faire du recrutement. Donc on leur a permis de massifier finalement leur action commerciale en touchant un nombre plus important d'acteurs et puis en faisant de la prospection. On ne va pas jusqu'à un engagement, on est d'accord, on est sur de la sensibilisation, on étoffe le carnet d'adresses de nos commerciaux et ensuite ils peuvent aller les rencontrer. Bref, on est un peu sur des leads en quelque sorte. On a mis nos commerciaux derrière la caméra. Ils n'avaient pas du tout l'habitude de ça. Certains étaient plutôt mal à l'aise. Leur propre image, leur voix, c'est un truc qui est quand même un peu dérangeant.
ça a marché parce qu'on était dans l'adversité. On était à un moment où finalement il fallait bien faire quelque chose. Et il est possible que ce que l'on a vécu pendant ces périodes, notamment de confinement, s'étiole un peu dans le temps. Notamment parce que rapidement, on a vu des réflexes ressortir de la part des managers, qu'on dit aux commerciaux, une fois que les confinements étaient terminés, fini de jouer. C'est bien le digital, hein, mais maintenant vous allez faire des visites terrain, vous allez retourner voir vos partenaires, retourner recruter. Donc, je pense que l'aspect digitalisation est énormément lié à l'humain, à la capacité à faire confiance finalement à nos commerciaux de terrain dans le choix des bons leviers pour réaliser leur métier. Celui qui n'est pas à l'aise avec l'outil digital, ça ne sert à rien de le forcer. Il y a une phase d'onboarding. Et le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, et qu'on a peut-être un peu oublié, c'est qu'on parlait beaucoup d'agressivité dans la relation commerciale, comme ça. On a vécu collectivement pendant le confinement un moment qui nous a aussi rapprochés. Nos commerciaux sont allés prendre des nouvelles de leurs clients sans avoir rien à leur vendre. Ils leur ont téléphoné en disant comment ça va dans vos familles. Et ça, c'est quelque chose qui a laissé des traces. Il y a eu une forme d'empathie qui est née dans cette relation. Alors, pas de la part de tout le monde, mais beaucoup de nos commerciaux ont vécu ce moment-là comme un moment fort de la relation avec leurs clients. Ça a laissé des traces à tel point que, sans doute qu'on est devenu aussi parfois un peu plus tolérant. Vous voyez, dans le monde du chauffage, aujourd'hui, si vous voulez acheter une chaudière, on va vous dire qu'il faut attendre peut-être 6 mois ou plus parfois. Les clients, ils commandent quand même. On a un marché qui est extrêmement dynamique. On a une incertitude sur les délais, on a une incertitude sur les prix qui ne sont plus garantis. Finalement, on aurait cru que ça n'allait pas être accepté, tout ça. Ça ne se passe pas si mal que ça. Dans ce monde, ce nouveau monde d'incertitude n'est pas vécu de façon aussi critique que ce que l'on aurait pu penser, en tout cas de la part de nos équipes, qui réussissent à avancer dans un monde un peu plus incertain. Et je pense que ça, c'est aussi un nouveau facteur à prendre en compte. Donc en fait, ce qui est très très bien, c'est que vous m'avez en même temps répondu à la question suivante. Évidemment, parce que quand on parle de l'avant, après on va parler de digital. Alors vous nous conseillez quand même maintenant d'acheter les nouveaux chauffe-eau qui consomment 70% de moins ou pas ? Je vous conseille de vous y prendre à l'avance, parce que pour cet hiver, je vous conseille plutôt de faire preuve de sobriété énergétique et ensuite d'envisager des travaux pour le futur. Vous le conseillez quand même, ces chauffe-eau, je ne sais plus combien, on l'a encore entendu ce matin. Moi, je vous conseille d'installer une pompe à chaleur hybride gaz qui combine le meilleur des deux énergies, électricité et gaz. Merci. Voilà. On est dans le commercial aussi. Juste une petite remarque sur la confiance. Quand Frédéric, tu as posé la question, il y a une caractéristique de la confiance qu'on avait développée dans un livre qu'on a publié en 2020 avec quelques collègues de l'ESCP et l'ESSEC. On a mis le mot vulnérabilité. En fait, quand on fait confiance à quelqu'un, on se rend vulnérable. Et c'est pour ça que les postures de dirigeants traditionnels ne sont pas orientés vers la confiance, puisque la posture du dirigeant traditionnel, c'est je t'ordonne les trucs, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la vulnérabilité, c'est quand même pas un mot qui est à la mode chez les dirigeants. Tu veux dire un mot ou pas, Nandini, dans ton expérience, qu'est-ce qui s'est passé avant et après le Covid dans cette relation commerciale ? Moi, je dirais deux choses. D'abord, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'effet de l'absence. C'est-à-dire que finalement, le fait de ne pas pouvoir voir les clients, ça a remis les clients en fait au centre de l'ensemble de l'organisation. Puisque nous, on a fait le pari du e-commerce justement au moment du confinement, en se disant on va essayer de se lancer là-dedans. Et un an après, en fait, ça représente plus de 20% de notre chiffre d'affaires. Mais finalement, quand on a fait ça, ce ne sont pas seulement les commerciaux qui se sont mobilisés, évidemment, ce sont aussi toutes les équipes IT notamment, qui ont développé qui ont fait les développements nécessaires pour rendre ce e-commerce possible. Sur cet aspect de l'absence, je rejoindrai tout à fait ce qui vient d'être dit là sur cette question d'empathie. C'est-à-dire que finalement, ça a développé, enfin ça a remis au cœur certaines compétences qui étaient un peu enfouies. Frédéric parlait tout à l'heure de négociation émotionnelle. Je pense que l'émotionnel, effectivement, a repris ses droits chez nous comme partout ailleurs. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, année après année, moi ça fait 30 ans que je bosse, finalement, année après année, le client
est resté entre les mains des commerciaux, mais c'est éloigné du reste de l'entreprise. Et finalement, les commerciaux ne peuvent pas faire bien leur boulot si l'ensemble de l'entreprise ne se mobilise pas et s'ils ne sont pas aidés pour faire ce job. Voilà ce que j'aurais envie de dire sur cette question-là. Oui. Donc tout le monde est concerné par le client finalement. Tout le monde est concerné par le client. L'IT, même les RH sont concernés par les clients ou pas? Les RH, les premiers, j'ai envie de dire. Je parle de clients externes, je parle pas parce que normalement les RH devraient avoir des clients internes, ou du moins avoir une posture de relation client-fournisseur en interne. Mais en externe, les RH ne peuvent pas bien faire leur boulot justement si les clients sont externes, ne sont pas au centre de leurs préoccupations. D'abord, tout simplement parce que les RH doivent savoir recruter de bons commerciaux. Et pour pouvoir recruter des bons commerciaux, il faut savoir ce que c'est que la vente, en fait. Et il faut savoir aussi aller auprès du client. Moi, dans ma vie professionnelle, une des premières choses auxquelles je me suis attachée, et ça faisait partie du rôle d'ailleurs de tous les membres du COMEX, c'était d'aller voir le client. et par rapport à ce que disait Emmanuel, est-ce que tu as le sentiment en fait, que cette foutue pandémie, ce qu'on a dit depuis quelques temps, ça a accéléré les transformations qui étaient peut-être sous-jacentes et qui ont fait faire à des entreprises des sauts gigantesques là où elles auraient mis des années? Est-ce que c'est le cas? Je pense que c'est ce qu'on a un peu entendu chez GRDF. C'est vrai, je modérerais le propos simplement en disant oui, ça a accéléré. En effet, nous, par exemple, le e-commerce, du jour au lendemain, on s'est mis à en faire. Pour le retail, je pense que ça a quand même accéléré énormément de choses et aussi dans d'autres secteurs d'activité. Le télétravail, on n'en a pas parlé, mais ça aussi. Ça a aussi accéléré le retour aux réflexes anciens, là où les réflexes anciens avaient une empreinte forte dans certaines organisations. C'était d'ailleurs, qu'est-ce que c'est, hein? C'est-à-dire le fait finalement de se dire « Ah oui, le télétravail quand on est obligé, d'accord, mais par contre, ça serait quand même bien qu'on puisse avoir tout le monde sous la main et contrôler tout le monde. » Il y a quand même ces réflexes anciens qui sont fortement ancrés, et c'est tout un travail culturel et de changement culturel. C'est-à-dire que oui, il y a eu une accélération parce qu'on a été forcé, mais l'accélération forcée est une chose, pour le rendre durable dans le temps, c'est un travail d'accompagnement. Parce que c'est intéressant, un exemple d'une industrie dans le futur, c'est Tesla et Elon Musk qui a exigé que tous ces personnels reviennent en physique. Absolument. Même question sur ton activité. Je veux dire, qu'est-ce qui est passé? Est-ce que le Covid a eu un impact fort? Qu'est-ce qui a changé dans la relation commerciale? Alors, ce qui est surprenant, c'est ce que je viens d'entendre, et c'est pas contre vous, mais je suis surpris quand même qu'il ait fallu attendre une crise comme celle-ci pour que certaines industries ou certaines entreprises se digitalisent. Alors, avec succès, et c'est bravo, on s'en gargarise même presque, beaucoup d'entreprises s'en gargarisent, mais c'est quand même un constat que moi je fais pas mal en travaillant avec des Anglais, les Allemands ou les Américains. Et si je prends mon business qui sont le monde des médias, je me dis qu'en France on est très en retard sur la digitalisation. Juste pour vous donner une idée, nous, Reworld, on nous a d'ailleurs beaucoup critiqué pour ça, on a repris pas mal d'actifs, on ne connaissait rien à la presse, mais on s'est dit il y a forcément quelque chose à faire, parce que quand on reprend Mondadori en 2020, ça fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils font 2% de leur chiffre d'affaires sur le digital, on se dit qu'il y a quand même un petit sujet, quand nous on faisait déjà 60% en ayant repris des titres de Lagardère. Si vous regardez, je ne vais pas refaire l'histoire des médias, déjà j'en ai pas la prétention et pas forcément la connaissance, mais si vous regardez dans le digital en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, les leaders sur le digital sont quasiment systématiquement des acteurs historiques, ce qui n'est pas le cas en France, sauf à coût de millions et de centaines de millions. Ils ont racheté des startups ou des sociétés qui avaient pris le lead, pas avec grand succès. J'en peux la preuve, on a fait l'acquisition récemment de Au Féminin, Doctissimo, Marmiton, qui sont pour n'importe qui, même dans cette salle, des marques très connues. TF1, on vient de récupérer ces marques, puisque même après 4 ans, ils ont réussi à diviser par 4 le chiffre d'affaires. Et c'est pas une question de... Je ne me remets pas en cause la compétence des gens de TF1, c'est plutôt un problème de culture d'entreprise. Mais quand vous allez regarder en Allemagne, encore une fois, dans les pays anglo-saxons, les leaders sur le digital sont souvent des acteurs historiques. Brigitte, qui est le premier magazine féminin allemand, est aussi le premier portail sur le web, et ça fait 25 ans que ça dure. En France, on a eu Au Féminin bien devant elle. Elle a dépensé des dizaines de millions d'euros. Il y a eu Allociné en France alors qu'on avait Première, il y avait Doctissimo alors qu'on avait Top Santé. Enfin bon, je peux vous en citer beaucoup des exemples comme ça. Donc c'est déjà, dans les médias en tout cas, l'état d'esprit est assez surprenant et ça tient en une phrase. Je ne me permettrai pas de juger les autres secteurs,
c'est qu'un média est fait par un journaliste, sauf que pour beaucoup de journalistes encore en 2022, d'écrire pour un support comme le digital, c'est presque sale. Voilà. Alors, je vous rassure, ça a beaucoup changé. Les écoles de journalisme ont pris le pas. Et les jeunes que je recrute actuellement, non seulement veulent écrire pour le digital, mais aussi ont une vraie compétence là-dessus, etc., etc. Donc ça, c'est ma première réflexion. Et c'est pas la première fois que je l'entends. Le Covid, oui, a aidé à digitaliser, mais voilà, ça prouve aussi que beaucoup d'industries ont beaucoup de retard, qui peut se rattraper, je vous rassure. L'autre point, c'est que moi, j'avais pas donné de consigne. Télétravail, pas télétravail. J'ai beaucoup de jeunes qui préfèrent être avec nous au bureau parce que vivre dans un studio, parfois avec son copain ou sa copine en 30 mètres carrés, c'est pas évident. Donc je leur donnais toute liberté. Et pour le coup, et là, moi, j'ai pas écrit de bouquin, mais il y a deux façons de faire. A priori, vous faites confiance, ou a priori, vous ne faites pas confiance. Moi, a priori, je fais confiance. Et jusqu'à présent, ça m'a plutôt réussi, en tout cas dans les gens et les forces de vente que j'ai. C'est vrai, j'ai de la chance de ce côté-là. Je fais confiance. Une fois en tout cas. Pas, si ça se passe mal, c'est autre chose. Et enfin, pour finir, nous, ce que ça a changé, pas grand-chose. On a même, quand l'industrie a fait moins 17% sur les abonnements, on a fait plus 1%. La vente en kiosque a été très bonne. On a fait plus 35% sur le digital, qui n'est pas très original, puisque tout le monde a progressé en digital. Mais moi, ce que j'ai remarqué surtout, et ce qu'il ne faut pas oublier, je citais tout à l'heure les Allemands ou les Anglais, nous, on est français, on est un pays latin. Et donc, moi, ce que je vois maintenant, c'est que c'était super au début. Hein. Tout le monde on faisait des visios toute la journée, c'était génial. On voyait non pas 2, mais 4 ou 6 clients dans la journée via des visios, c'était super. On était dans la chambre ou dans le salon de son client et on parlait de ses enfants ou de ses petits-enfants. Mais à la fin, ça restait quand même très froid, tout ça. Et on est latin et il faut se voir. Donc moi, je passe beaucoup, alors ça se voit pas trop parce que j'ai des soucis de santé, mais je passe beaucoup de temps au restaurant, encore maintenant, même si c'est peut-être des anciennes méthodes, mais on se rend compte que les gens ont besoin de parler aussi, qu'on a besoin d'échanger sur plein d'autres choses que le business en lui-même. Et c'est en cela que je pense que post-Covid, on était tous contents d'en sortir, ne serait-ce que pour se voir. Guillaume, juste une petite remarque sur le digital, enfin visio, pas visio, etc., travail en distance. Je dis souvent que le Teams ou le Zoom, c'est de la vision en 2D, assez plate, etc. Ce qui nous manque, c'est la vision en 4D. C'est l'expérience en 4D. Alors, on a le 3D, mais quelle est la quatrième? C'est ce que tu as nommé, c'est l'émotion. Parce que je pense que quand on a, par exemple, la table ronde, enfin la panel qu'on a aujourd'hui, de dire si on était encore, on aurait pu le faire en visio. On l'a fait d'ailleurs sur un plateau télé. Où est-ce qu'est Maryse? Elle n'est pas là? Ah si, Maryse est là, mais elle se souvient de la convention de février 2021 où on a quand même décidé de le faire sur un plateau TV. D'ailleurs, je me suis trouvé un talent qui était d'animer pendant 4 heures un plateau TV, ce qui a quand même été compliqué. Mais je me souviens de l'émotion qu'il y avait dans la salle. Il y avait quelques participants. Alors Brice, ouais. Oui, tu vois. Non, je voulais rajouter un truc juste comme ça, parce que par rapport à ce que vous venez de dire, c'est intéressant. Pardon? Ah oui. Et puis le Covid, en l'occurrence, même si ce n'est pas la question initiale, ça crée beaucoup d'opportunités. Nous, on a racheté beaucoup de sociétés qui avaient mal anticipé, où il y avait un petit peu de gras. On a racheté, c'était inenvisageable il y a encore 3 ans, mais on a racheté Hopscotch. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un des premiers groupes événementiels. Enfin, on a racheté. On avait 6% du groupe, et puis au début du Covid, et puis 3 mois après, on avait 30% du groupe. Donc on est le premier actionnaire, et c'est des sociétés qui allaient disparaître sinon, oui. Clairement. Si on n'avait pas mis du cash, ça disparaissait. Et donc ça a créé beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et donc pour nous, le Covid a été plutôt une période c'est plutôt, oui, mais intéressante. Le fait que beaucoup d'entreprises aient accéléré les transformations, c'est pas très étonnant. On le voit dans beaucoup de secteurs. Mais vous étiez déjà, dans votre ADN, déjà très digitaux. Alors, donc, Brice. Alors, très clairement, il y a du positif et il y a du négatif. Du positif, c'est qu'on a pris l'habitude de la visio beaucoup plus facilement et qu'une visio, c'était toujours mieux qu'un coup de téléphone. Bon. Après, le négatif, et Guillaume le disait très bien, c'est qu'on a besoin de rencontrer les gens, on a besoin de les toucher, on a besoin de rentrer dans une relation. Et la vente, alors oui, il y a de la confiance, mais c'est aussi très mathématique. Donc quand on est sur de la négociation complexe, je ne vais pas refaire tout le cycle de vente, mais il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un peut-être qui, dans une organisation, puisse inspirer confiance. Bon, c'est ce que nous, on appelle une inside salesperson, et c'est quelqu'un qui va être capable de nous recommander. Mais pour cette personne nous recommande, il faut qu'elle ait confiance, et il faut qu'on ait eu une relation avec elle, une relation
qui s'est créé dans la durée et qui va permettre justement de rentrer sur ce que j'appelais tout à l'heure l'intuitu personnel et qui va être capable de dire au directeur financier d'EDF, eh ben, tu peux avoir confiance en Chambard et ou sa solution et ou son entreprise parce que je le connais et parce que c'est quelqu'un qui m'a prouvé au fil du temps comme quoi je pouvais avoir du crédit dans sa confiance. Si on prend le crédit, c'est quoi? C'est faire confiance. Un banquier qui fait crédit, c'est quelqu'un qui fait confiance. Donc, une fois qu'on a cette première étape de franchie, derrière, il faut créer du lien avec celui qui peut avoir le need to buy, celui qui peut avoir le besoin d'acheter. Et là, encore une fois, il faut rentrer en contact. Le Covid, malheureusement, nous a permis de passer du temps derrière des caméras, mais malheureusement, on n'a peut-être pas pris suffisamment de temps pour bien appréhender le besoin et ou la qualité de l'interlocuteur. À un moment donné, on peut avoir des gens qui ont la sensation de faire le job, mais en fait, ils n'ont ni la délégation de pouvoir pour le faire, ni la compétence, ni le besoin vraiment clairement exprimé. Donc on passe du temps qui s'est raccourci. Et finalement, quand on dit on va déjeuner avec quelqu'un, on prend du temps pour déjeuner, c'est pas évident. Moi, quand j'accepte un petit déjeuner ou un déjeuner, c'est vraiment que le rendez-vous pour moi a de l'intérêt. Alors que quand j'accepte une visio, je sais que 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes plus tard, je peux, si je le souhaite, arrêter la visio. Et donc arrêter le lien. Et pour moi, c'est pas comme ça qu'on fait une relation commerciale, ou en tout cas pas sur de la vente complexe. Donc, derrière tout ça, une fois qu'on est dans cette dynamique de vouloir avoir des relations commerciales efficaces, alors pour la petite histoire, nous on est une entreprise à mission, on est une good tech, et donc on veut toujours rechercher et améliorer l'impact. Et pour nous, il est important d'optimiser notamment le temps. Mais le temps que l'on passe avec nos clients, avec nos prospects, avec nos partenaires, c'est du temps où on va les écouter, on va les aimer. On va essayer de faire preuve de beaucoup d'empathie. On va poser des questions. Et dans la négociation, tout à l'heure, on avait un négociateur du RAID qui le disait, ou qui ne l'a pas dit, mais en tout cas, on va très peu parler finalement. On va beaucoup questionner pour détecter les signaux faibles, pour détecter les opportunités, pour détecter les besoins exprimés ou sous-jacents, pour entendre les enjeux. Et une fois qu'on a compris les enjeux de la partie adverse, une fois qu'on connaît évidemment nos enjeux, que le mandat de négociation a été bien exprimé, on va pouvoir rentrer dans ce que l'on appelle des objectifs communs partagés. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance, en exprimant des objectifs communs partagés. Et pour découvrir les enjeux de la partie adverse, il faut du temps. Et malheureusement, le Covid a donné d'autres règles du jeu. Récemment, nous, on a eu la mauvaise expérience d'avoir quelqu'un qui nous a dit oui, go, et c'était des mois de négociation, oui, go pour telle ou telle solution. Puis finalement, on s'est aperçu après coup comme quoi il n'avait pas la délégation de pouvoir pour le faire. Et ça, c'est les enjeux du Covid. En one-to-one, on ne l'aura jamais vécu. Avant de laisser la parole à Nandini qui veut s'exprimer sur cette question-là, évidemment, tu mets au centre une question. Là, notre collègue vient de nous quitter, mais elle disait quand même que le digital avait eu cet effet pervers et le multicanal de faire en gros disparaître la relation. En quelque sorte, on n'a plus. Donc, cette question clé de la relation humaine, là je parle de la relation humaine, en quoi, évidemment, c'est un facteur clé de réussite. Et surtout, alors qui dit relation humaine, dit la relation quand même avec des clients, mais entre qui et qui, avec des collaborateurs. C'est des collaborateurs qui sont en relation avec les clients et pas seulement d'ailleurs les vendeurs. C'est ce que tu disais, Nandini. Tout le monde est quand même impliqué. Et alors, d'une part, pourquoi cette relation est si centrale aujourd'hui ? Plus on va digitaliser, plus on va avoir besoin de cette relation et avec des profils sans doute, par exemple sur les centres d'appel qui sont un petit peu différents de ce qu'on a eu. Et puis la question de l'engagement, c'est-à-dire pour avoir des salariés qui continuent à informer intelligemment, à être en relation avec ses clients, il y a certainement un enjeu clé de l'engagement. Je pense que tu peux rebondir sur cette question. Je vais rebondir aussi sur ce que disait Brice. Moi, j'écoute toujours Brice avec autant de plaisir. En fait, ça, la relation est humaine. Importante. Ça, effectivement, c'est ce qu'on ne perçoit pas dans une visio.
Et qui ne va pas déclencher une émotion, un rire et quelque chose, ça ne peut pas exister. Absolument. Ceci dit, en fait, c'est aussi un challenge de pouvoir le déclencher dans une visio. En fait, on a aussi quand même appris ça. Moi, je voudrais juste réagir sur ce que tu disais, Brice, sur la question de l'opportunité, en fait. Et je crois que vous en parliez aussi, mais en fait, il ne faut pas oublier que sur le digital, on parle quand même d'une faible partie de la population. C'est-à-dire que pendant le confinement, il y avait quand même une grande partie de la population dont le boulot était justement tout sauf digital. Et ce qu'on a pu voir là, c'est des formes de coopération aussi qui se sont développées entre concurrents d'ailleurs, et des formes finalement de façon de faire le business différemment. Et tout le monde en est sorti grandi. Ça, aujourd'hui, dans le contexte économique et géopolitique dans lequel on est aujourd'hui, ce sont sûrement des ressorts qu'il va falloir continuer à travailler, parce que je pense que la performance économique, commerciale, elle est très dépendante finalement de ces formes de coopération nouvelles, au-delà des formes de concurrence traditionnelle, on va dire. Ça, c'est une première réaction que je voulais avoir. Et ensuite, sur la partie relations humaines. Relations et engagement des collaborateurs. Et sur cette partie engagement, finalement, que ce soit à distance, à travers une visio, ou en se touchant, ou à travers des rires, en fait, les fondements de la relation humaine, ils sont toujours les mêmes. Hein. Tu parlais de confiance, Frédéric, tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'on a confiance? Moi, je me souviens, en pleine période de confinement, j'avais la responsabilité, j'assurais la direction académique d'un programme de formation pour dirigeants, pour Carrefour, en fait, pour des dirigeants de Carrefour. Et on venait de gagner, en fait, ce programme. À l'époque, on le faisait avec le SCP. On venait de gagner ce programme. Ah bon, et paf. Et oui, le SCP, mon cher Charles-Henri. Et paf, arrive le confinement. Et nous, on a passé un temps fou, mais finalement qui valait la peine, à discuter avec finalement nos clients pour se dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on repousse, sachant que Carrefour, eux, ils avaient en première ligne leur caissière, et finalement une partie des dirigeants que nous on avait dans ce programme étaient des dirigeants qui ne se sentaient pas à l'aise de passer du temps en formation, alors qu'ils et elles avaient dans leurs équipes des gens qui finalement se coltinaient justement les clients qui n'étaient pas contents tous les jours. En fait, pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là? Parce que tout a été dans la relation humaine. Dans ce qu'on a pu se raconter les uns et les autres, tous ceux qui devaient prendre des décisions, tu parles de prendre une décision, c'est exactement ça. En fait, on a en face de nous des clients qui doivent prendre des décisions et qui prennent des risques. On a collectivement, finalement, à travers le dialogue qu'on a pu avoir ensemble, décidé d'y aller et de le faire à distance, tant qu'on était obligé de le faire à distance, et puis de basculer en présentiel quand il le fallait. Après, on a dit, bon, ok, à quel moment on va le faire, etc. Mais tout ça pour dire que là, on a travaillé sur qu'est-ce qui, au fond, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On revient aux fondamentaux. C'est pourquoi est-ce qu'on veut faire ce programme, en fait? Quel est le sens du programme? Et qu'est-ce qui fait qu'on est convaincu que ce programme a un sens? Et à partir de là, dans les circonstances actuelles, comment on fait pour le faire vivre? Est-ce qu'on veut le faire? Et en fait, je pense que dans la relation humaine, il y a deux choses qui font que ça peut fonctionner. C'est de revenir toujours sur le pourquoi, et deux, de se dire, mais quelle est notre conviction profonde? Et d'avoir cet état d'esprit qui est de dire, faisons en sorte que ça marche. Après, pour le faire en sorte que ça marche, il y a différentes solutions, il y a différentes façons de faire, et tout est dans quelles sont les solutions qu'on imagine. La relation humaine gagnante, pour moi, c'est celle-là. C'est revenir au pourquoi, comment on fait pour que ça marche, et quelles sont nos convictions. Finalement, tu es en train de décrire quasiment ce qu'est le sens, en fait. Que ce soit le sens qu'on a évidemment vis-à-vis des collaborateurs, mais aussi le sens vis-à-vis des clients, parce que le client aujourd'hui pose toujours la question pose la question du pourquoi. Hein. Alors, des réactions sur la relation humaine chez GRDF et puis l'engagement des collaborateurs? Oui, l'engagement des collaborateurs, c'est quelque chose qu'on vit de façon cruciale en ce moment dans le monde de l'énergie, où on est au centre des attentions à la fois des clients, aussi de l'entourage. Et cet engagement, il doit être fort dans ces moments-là. Et ce que j'entendais me parle particulièrement, c'est que la quête de sens, c'est ça qui va donner l'engagement.
Tout change continuellement, donc si le manager n'est pas capable de dire là où on va, ça ne va pas fonctionner. Donc l'engagement des collaborateurs, oui, et puis l'engagement des clients, évidemment. Là aussi, dans un monde qui bouge beaucoup, il doit y avoir une exemplarité, et je pense qu'une partie de la clé réside dans ce qu'on appelle la symétrie des attentions, finalement, entre les clients et les collaborateurs. Et un exemple, chez GRDF, on a lancé récemment une démarche qui s'appelle Act for Clients, qui a pour enjeu finalement de remettre le client au centre des attentions, justement en ce moment où on est en pleine phase d'incertitude sur l'évolution du monde de l'énergie. Ça a plus que jamais du sens de le faire maintenant. Alors, on verra les résultats. En tout cas, l'intention est là. Et même les intentions, c'est important. L'entreprise veut vraiment mettre le client au centre et s'engage à tous les niveaux, à toutes les strates. J'avais un exemple d'ailleurs en tête, en entendant parler d'une entreprise qui me disait, mais moi, pour manifester l'engagement envers les clients, je demande à mes managers et à mon top management d'aller rencontrer des clients régulièrement. Je fais beaucoup de focus group, moi, dans le cadre de mon métier. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est que beaucoup maintenant sont digitaux. C'est un vrai paradoxe. Et je ne suis pas forcément demandeur, je préfère quand c'est en vrai. Mais en tout cas, il y a des entreprises qui demandent à leurs managers d'assister à des focus group, d'écouter des clients qui se plaignent, et à la fin du focus group, même si ça ne se fait pas en général, d'aller discuter avec les clients. Et ils demandent ça à des membres de CODIR. Et quand on parle d'engagement, de symétrie des intentions, il faut des actes forts qui ont une vraie signification, de vrais symboles. Alors, ce que vous venez de dire, là, Emmanuel, ça me rappelle ce que disait il y a à peu près une quinzaine d'années celui qui était le DGRH de Schneider Electric, qui est passé après délégué général de l'UMM, Jean-François Pillard. Et en fait, il avait défini en gros des compétences pour ces DRH qu'il appelait business partner. Le terme de business partner m'a toujours un peu énervé parce qu'en fait, ils ne sont jamais partenaires du business. Ce sont des serviteurs du business, c'est vrai. Mais quand on n'est que serviteur, ça me gêne un peu. Mais c'est tout. On peut discuter longtemps de la notion de service. Mais ce qui est frappant, c'est qu'ils disaient qu'ils avaient une obligation d'avoir des rencontres avec des clients, tu vois, des clients externes. C'était l'une de leurs compétences qu'ils avaient à développer. Alors, cette histoire, relation humaine, elle est incluse parce que tu disais tout à l'heure que justement on revient il y avait un discours sur il faut aller revoir les clients. Donc il y a quand même une relation humaine. Mais vous savez, c'est comme le télétravail pendant le confinement. On l'a subi, on l'a pas choisi, et on n'a pas fait du vrai télétravail. Le télétravail, ça s'organise. Eh ben, c'est pareil. La relation avec nos clients, nos partenaires pendant le confinement, on l'a fait un peu comme on a pu. On a bricolé. Essayons de garder le meilleur de tout ça. Et ça reste à construire, et je pense qu'il faut que ça soit construit entre les managers et les collaborateurs pour trouver la bonne voie. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait encore trouvé, ça peut prendre du temps. Une nouvelle peut-être relation humaine. Alors, c'est cette question de la relation et de l'engagement. On rigolait parce que le client dont il parlait tout à l'heure, c'est Reworld Media en fait. Mais depuis, il est parti, celui qui s'était engagé sans avoir... Ah d'accord. Et bêtement, je lui ai demandé, tu m'en as parlé récemment, c'est qui le client? C'est toi. C'est qui était drôle. Bon. Mais je ne le savais pas. Bon, alors on va mettre Nandini. Non, mais c'est bon, c'est expliqué depuis. Bien. Je suis arraché sa cravate tout à l'heure, c'est pour ça qu'il... Oui. Alors, la question à la fois la relation avec les clients et l'impact de l'engagement, comment va-t-on renforcer l'engagement pour avoir justement une relation qui soit Alors déjà peut-être pour parler de nos employés, enfin des gens nous ce qu'on a fait dès le départ, c'est qu'il y a à peu près 30% des salariés qui sont actionnaires de la société. D'accord. Ah oui, c'est important. Ça, c'est un bon moyen de garder les gens, parce qu'on n'est pas connu pour proposer les meilleurs salaires. Je le dis tout de suite, pour ceux qui voudraient postuler. Mais par contre, on aime bien l'entrepreneuriat, parce qu'on est tous entrepreneurs. Enfin, la dizaine de managers, moi-même, j'ai géré pas mal de boîtes, certaines avec succès, certaines, c'était pas franchement un succès. Il y a un autre truc aussi, d'ailleurs, qu'on cultive, on en reparlera peut-être si on a le temps, c'est la culture de l'échec. Et donc, nous, déjà, les employés, c'est ça, il y a à peu près plus de 300 qui sont salariés, qui sont actionnaires de la boîte, et on en fait rentrer chaque année. Donc déjà, c'est un bon moyen de les garder, notamment les meilleurs. 2, on ne trouve pas forcément, on a actuellement 125 postes ouverts, on ne trouve pas les gens. C'est pas qu'ils ne veulent pas venir chez nous, c'est qu'on ne trouve pas la compétence.
Ça, c'est un grand débat aussi, c'est la formation en France versus les besoins. Mais bon. Et donc, on a créé nos propres écoles. Et c'est ainsi qu'on retrouve le lundi et vendredi, ils sont en cours chez nous, et le mardi, mercredi, jeudi, ils sont dans les équipes et ils se forment, parfois en seconde vie. Actuellement, j'ai un banquier de la Société Générale de 30 ans qui souhaitait apprendre le digital et donc qui est parmi mes équipes. Voilà. Le troisième aspect aussi qui est important, c'est que pour les collaborateurs, c'est qu'on s'assure que quand l'un a un projet, et tout le monde a des projets, ce qu'on fait, c'est ça ne sert à rien de développer ce projet-là dans ton coin tout en continuant tes activités. Tu arrêtes tes activités, c'est pas grave, on trouvera quelqu'un d'autre, on te met à part, on te met des moyens à disposition, des équipes, et puis on fait un point dans 6 mois. Si dans 6 mois ton projet a vu le jour, eh bien on y va, on appuie, on va rajouter de l'essence. Si c'est pas le cas, tu retrouves ta place ou une autre place comme tu le souhaitais. Donc ça, déjà au niveau collaborateur, donc c'est pas mal parce que vis-à-vis des clients maintenant, moi on a même j'ai des journalistes, je parle de journalistes, mais même les journalistes ont la possibilité, ce qu'on appelle des speedboats, donc de créer au sein de notre structure, notre société, des projets. Il y en a à peu près 1 sur 3 qui aboutit, et ça devient parfois des sociétés chez nous qui font 10, 20, 30, 40 millions d'euros. Et donc déjà, quand il y a ça permet de faire un peu le tri aussi parmi les collaborateurs, hein, de ceux qui ont vraiment envie de développer leur propre structure, et donc in fine notre structure. Et derrière, c'est beaucoup plus facile de les envoyer devant les clients. Voilà, c'est comme ça qu'on a plutôt réussi jusqu'à présent, vu qu'on partait de loin, qu'on est dans un business historique, qu'on n'a pas 100 ans d'existence, hein, on n'est pas le Figaro, le Monde ou je ne sais quoi, qu'on partait de zéro. C'est comme ça qu'on a réussi à se faire notre place. On a gagné Air France l'année dernière, c'est-à-dire tous les médias d'Air France sont à présent gérés par mes équipes. Clairement, il y a 3 ans, on ne les aurait pas eu Air France. On n'était pas, non pas fréquentable, mais on était trop petits, pas assez connus, etc., etc. On les a gagnés en face du Monde, du Figaro, de Marcel, enfin de tous les gros acteurs du marché. Et là, c'est tout le travail qu'on a pu faire ces dernières années d'entrepreneuriat. Alors, ce que je retiens là, dans ce que tu viens de dire, c'est quand même qu'il y a la capacité de donner... Enfin, certains salariés, les plus entrepreneurs, ont la possibilité de créer des projets qui peuvent devenir des business. Tout à fait. Ça rappelle, je parle sous le contrôle de Maryse, sous le contrôle de Maryse, qui, avec, je ne sais pas si tu connais le dirigeant indien Vinit Nayar, employé d'abord, client ensuite, le livre qui a fait la révolution il y a 12 ans. Et en fait, ce qu'il a fait dans sa boîte, très simplement, c'est qu'il a donné la possibilité à des équipes de terrain de développer des business quelquefois gigantesques sans demander l'autorisation au chef. Mais évidemment, tous ces business étaient, et j'imagine ce sont les tiens, qui sont dans l'activité, dans la grande stratégie de l'entreprise. Oui, il y a une méthodologie qu'on a développée, qu'on a mis en place. Bien sûr. Donc quand quelqu'un vient nous voir, franchement, ça dure parfois 5 minutes. Ok, oui, go. À partir du moment où on ne nous demande pas des millions pour lancer une fusée sur la Lune, oui. On y va. On donne un peu de moyens, et si ça marche, là on accélère. Oui, c'est vraiment le principe. Et je pourrais citer, je sais pas, 10 ou 15 exemples au sein de Reworld, qui n'a que 10 ans cette année, de sociétés qui, alors, systématiquement, ce qu'on fait, c'est vrai, c'est qu'on est majoritaire, voilà, pour pouvoir consolider, ne serait-ce que ça. Mais voilà, ça nous arrive souvent, et on a notre propre incubateur. Je ne sais pas si vous connaissez 50 Partners, qui vient de lancer d'ailleurs Impact, 50 Impact. Bah ça, on est à l'origine de ce projet aussi, avec d'autres personnes. Enfin bref, on est vraiment dans cette logique-là, avoir des entrepreneurs. Tu veux rajouter quelque chose sur la relation et l'engagement ou pas ? Peut-être en complément, mais très rapidement, ce que l'on fait dans notre organisation pour faire en sorte que ça fonctionne. Alors, tout comme toi, on a la possibilité, parce qu'on est une entreprise cotée, de donner des actions, ce qui n'est pas forcément évident. Alors nous, on a donné des actions gratuites à tous les collaborateurs. On n'est pas à 30%, c'est vraiment tous les collaborateurs qui sont engagés et impliqués pour l'entreprise. On est une entreprise business. Donc dans l'organisation, on fait des points avec l'ensemble des collaborateurs tous les 15 jours. On n'a pas de CSE, mais par contre, chaque collaborateur a la possibilité, tous les 15 jours, de manière, on va dire, en auditoire ou par Teams pour ceux qui sont à distance, ou bien via un formulaire anonyme, de poser n'importe quelle question. Et ça veut dire que toute l'organisation a le même niveau de connaissance à n'importe quel endroit. Et ça, cette transparence, ça permet aussi de générer la confiance entre nous.
et on cultive le être au service d'eux. Alors on est dans l'association Esprit Service France, donc ça tombe bien. Et moi je suis le premier à être au service des équipes. Je donne de mon temps, ma porte elle est très souvent ouverte, et dès qu'il y a quelqu'un qui me demande quelque chose, j'essaye d'y répondre favorablement. Et on a piqué quelque chose, tu parlais d'Air France tout à l'heure, donc dans toutes les réunions que l'on fait, on a une chaise qui est d'une couleur différente et qui représente le client, et à chaque fin de réunion, on note les réunions où on va justement savoir si le client a bien été au centre de nos réflexions. Et ça permet de cultiver l'engagement et l'implication de chacun. Je ne parle pas d'exemplarité, mais évidemment, il faut avoir le goût des efforts, il faut avoir du courage, il faut avoir de l'ambition, il faut... voilà. Donc, mais en tout cas, c'est des petits tips qui permettent d'améliorer l'engagement de chacun. Par rapport juste à la taille de l'entreprise de Guillaume, la tienne, c'est combien déjà? Tu nous as dit peut-être. On est 73 collaborateurs, donc ouais, on est une petite entreprise. Oui, parce que toi, tu es 1500, hein, c'est ça? Oui, c'est 1600, mais ouais, en fait, on donne des actions au bout d'un 2 ans. Simplement, c'est intéressant de voir par rapport à la taille, hein, qui est important. Et GRDF, juste pour... on est à combien? On est 11 000 collaborateurs au sein de la filiale qui dépend du groupe Engie, 100 000 collaborateurs en tout. Oui, sur l'engagement, je voudrais revenir 2 minutes sur les commerciaux. Oui. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, et je pense que Frédéric ne dirait pas le contraire, c'est que les commerciaux, on dit toujours que ce qui les motive, c'est leur rémunération. Si on revient sur la question de l'engagement, en fait, les commerciaux sont comme les autres. C'est-à-dire que la rémunération ne fait pas l'engagement. Ce n'est pas le critère principal. Et en fait, moi, j'ai mis du temps à déconstruire les idées reçues, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues parmi les opérationnels et dans le management. Et en fait, après, ils s'étonnent finalement que les commerciaux ne soient pas plus motivés, même s'ils ont eu des variables année après année assez conséquents. Et on sait bien que les ressorts de l'engagement sont... alors, il y a le partage de la valeur, effectivement, qui est un élément assez important, le fait de pouvoir exprimer ses idées, bien sûr, et il y a tout un tas d'autres éléments qui font l'engagement des commerciaux. Et on l'a vu d'ailleurs pendant la période de confinement. Hein. C'est pas pendant la période de confinement que les commerciaux ont eu les variables les plus importantes. C'est pas pour autant qu'ils n'étaient pas engagés pour certains. D'ailleurs, ça nous rappelle ce qu'avait dit lors d'une convention Pascal Demurger, je ne sais pas si tu étais à cette convention, qui disait que dans le cadre de la Maïf, en fait, ils avaient supprimé tout simplement les commissions des commerciaux. Ça fait un peu bizarre d'entendre ça, mais on l'a déjà vu d'ailleurs. Si vous regardez une entreprise américaine qui s'appelle SAS, que j'ai souvent pris parce que SAS Institute, qui est un gros éditeur de logiciels, historiquement, ils ont basé tout leur développement sur le capital humain. C'est ça qui est intéressant. 4 fois moins de turnover que les concurrents. Et en fait, même chose chez SAS, ils ont supprimé très tôt les commissions des commerciaux. C'est pour ça que c'est pas évident, hein, d'avoir cette réflexion. Alors, on va parler. J'avais une dernière question avant l'arrivée. J'espère que Serge va nous rejoindre dans pas trop longtemps. Le profil des leaders, là, vous savez, j'avais cette question que je vous avais envoyée sur le profil des leaders d'aujourd'hui pour embarquer. Alors, on va parler un peu de leadership. Hein, à commencer par vous-même, votre propre leadership, mais qu'est-ce qu'on attend des leaders pour embarquer et évidemment avoir on a dit des personnes impliquées dans ces parcours de transformation, surtout lorsqu'on est dans des enjeux de transformation lourdes. Hein. Alors, qui veut répondre sur ces profils idéaux, ce profil idéal de leader? Alors, profil idéal, je ne sais pas, moi, je vais en tout cas témoigner de la posture que j'ai accepté de prendre. Déjà, le leader, il doit être visionnaire, il doit donner un cap, hein, il doit donner une vision claire. Si possible, donner du sens. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y en a qui aujourd'hui sont en train de se poser la question, tiens, quelle est notre raison d'être ? Alors moi, je n'ai pas eu à poser cette question puisque on est une entreprise à mission et on n'a pas attendu la loi Pacte pour être une entreprise à mission. Donc, une fois qu'on sait que chez Obiz, on travaille sur le pouvoir d'achat, sur la revitalisation du territoire, sur le soutien de l'emploi, sur ce genre de sujet, ben, j'ai envie de dire, quand on se lève le matin, on sait pourquoi on va passer une grande partie de ces 86 400 secondes. Mais après, je pense que la posture d'un dirigeant et qui veut éclairer ses équipes, c'est avant tout donner le rythme
donner du rythme. Moi, je sais que quand je marche dans les bureaux, je marche d'un pas qui est plutôt un pas où on m'entend venir. Quand on fait des réunions, alors j'aime bien les symboles. J'ai une plume pour celui qui va prendre la plume, c'est pour écrire pour le compte rendu. Il va y avoir une pièce qui va être pour une parole rapide, brève mais efficace. Il y a un timekeeper, mais qui est représenté par une pendule, parce que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et puis après, moi j'ai un maillet qui me permet de dire, OK, il y a un moment donné où je suis attendu pour prendre des décisions. Je suis attendu pour prendre des décisions. Et si un jour vous venez sur Lyon, on est à 5 minutes à pied de la gare de Perrache. Denis, tu es déjà venu. Dans mon bureau, il y a pas mal de symboles. Il y a un réservoir de mirage qui est censé représenter le carburant qu'on a eu quand on a fait l'introduction en bourse. Et puis à côté de mon bureau, j'ai un petit outil, j'ai un petit cockpit d'avion. Monoplace, pour me rappeler qu'il faut que je prenne des décisions, il faut rester agile. Donc il y a pas mal de choses qui sont en lien avec le sport, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le rythme, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Très bien. Donc en fait, une forme de leadership qui utilise la plume, le maillet, etc. Donc c'est formidable. Autre réponse ou autre perspective sur le leadership? C'est ce que disait Brice. Hein. Alors, nous, on a la chance, c'est Pascal Chevalier qui a fondé la société. On l'a tout de suite suivi parce que j'avais déjà dirigé des boîtes pour lui et je sais que c'est un visionnaire, même parfois. Alors maintenant, je suis plus surpris. Hein. C'est genre à prendre des notes la nuit et quand il rentre dans mon bureau le matin, je me dis c'est encore pour moi. Il a eu des idées et il va falloir que je m'en occupe. Donc c'est quelqu'un qui est très visionnaire. En l'occurrence, Pascal Chevalier, hyper visionnaire. Et surtout, il arrive à nous embarquer. Nous, on est une dizaine de managers, je l'ai dit déjà plusieurs fois, entre 36 et 56 ans. On vient d'horizons complètement différents. Et normalement, il n'y a pas de politique chez nous. Et je me plais à le dire, ça. Il n'y a vraiment pas de politique. Les réunions, chez moi, généralement, je les fais debout. Ça évite de faire perdre trop de temps. Ça, je l'ai pris des Anglais. Ça. Enfin, en l'occurrence, une boîte en Angleterre qu'on avait développée, il y avait parmi les 36 salariés, il y avait un Anglais. On ne voulait pas non plus trop de problèmes. Et donc, on faisait nos réunions debout, notamment avec les développeurs, pour éviter que ça s'éternise. Quand je vois les gens arriver avec leur ordinateur dans les salles de réunion, moi, ça m'horripile. Donc, je sais que ça se fait, mais déjà, on a la tête baissée, on ne se regarde pas. Et donc ça, je dois être un petit peu vieux maintenant, mais ça, c'est le genre de truc que je ne supporte pas. Donc, c'est de donner des objectifs clairs aussi, ça paraît tellement évident. Mais quand Pascal nous a dit on va faire 100 millions dans 3 ans, il exagère un peu, il y a un zéro de trop, on a fait 100 millions. Et là, on vient de taper les 500 millions, si je puis dire, en 2021, en dépit de la crise, on les a fait. Et là, on vise le milliard l'année prochaine, on les aura. Donc, c'est des objectifs qui sont... Au début, on n'y croyait pas du tout, et maintenant, on sait qu'on peut les atteindre. Donc, c'est des objectifs clairs. Et il nous explique la stratégie. Il nous explique ce qu'il va faire. Pourquoi maintenant on fait de l'assurance. Reworld Media fait de l'assurance. Pourquoi j'ai lancé tout un pôle de télévision. On a une dizaine de télévisions. Voilà, pourquoi est-ce qu'on va chercher des clients comme Air France, comme le CNOSF? Justement, ça nous permet de nos métiers, d'en faire profiter d'autres personnes. Voilà. Donc vision, objectif clair, et moi je rajouterais vraiment la culture de l'échec. Nous on adore recruter des gens qui ont pris des bananes, c'est vrai. Très anglo-saxon alors, finalement. Peut-être, mais en tout cas, quelqu'un qui a déjà connu l'échec, il a appris beaucoup. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Et c'est ce que dit le philosophe Charles Pépin dans un petit bouquin qui s'appelle Les Vertus de l'échec, qui est formidable. Alors, dernier mot, parce qu'on a vu Serge Trigano vient d'arriver et on va lui laisser la parole à partir de 12h00. Sur le leader... D'abord, je pense qu'il faut rester extrêmement humble. Aujourd'hui, être leader, on est dans un monde complexe. Prendre les bonnes décisions, c'est un sacré exercice. Embarquer les équipes, c'est un sacré exercice. Mais finalement, si on revient au cœur de tous les temps, ce qui fait les grands leaders, ce sont ceux qui sont aussi au service des autres, en fait. Et pour moi, je pense que c'est vraiment la compétence principale. Il faut aimer les autres aussi. Il faut aimer être leader. En fait, tu parlais d'amour tout à l'heure, mais je pense que c'est absolument clé. Et quand on aime, en fait, déjà, on est meilleur et on embarque mieux les troupes. Et cette notion de service, je vous renvoie d'ailleurs aux travaux de Esprit de Service France sur Voyage au cœur du management.
qui a exploré effectivement les différents types de leaders. Mais mon dernier mot, ce serait vraiment ça, ce serait le service et l'amour. Alors c'est extraordinaire parce que Serge Trigano est dans la salle et vient, et il le dit dans son ouvrage, c'est pour ça que je trouve que ça résonne très bien, vous êtes d'accord Serge? Alors, et d'ailleurs l'étude quand même, tu devrais le dire, a été faite aussi avec une de mes chers collègues qui est ancienne présidente de la GRH, Aline Squarneck, professeure à Caen. Le dernier mot, ça sera le mot de la fin sur cette question de leadership. Alors je vais être très court, et j'utiliserai une petite phrase, c'est celui qui fait, qui sait. Et donc moi j'aimerais être le leader qui écoute les besoins des collaborateurs sur le terrain pour avoir une stratégie qui convienne à tous et qui permette d'aller loin ensemble. Très intéressant, vos deux dernières réactions. Ça rappelle ce que disait mon collègue de La Rochelle dans une des... je ne sais pas si tu te souviens, j'ai oublié le nom de mon collègue, c'est sans doute l'âge, mais qui parlait de servant leadership. Finalement, l'une des caractéristiques, c'est effectivement le leader qui est au service, comme tu dis, de son équipe, de ses clients, évidemment, etc. En tout cas, alors on est vraiment désolé, hein, c'est des tables rondes tellement riches, on ne vous a pas trop laissé encore la parole, c'est vrai que par rapport à la précédente, mais on a le plaisir d'avoir Serge ici, donc on va, et surtout qu'on tient le timing, c'est 45, hein, c'est 12h45. Donc merci beaucoup et bravo. On peut tous les applaudir, merci beaucoup.